Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Je suis Dodik Bedaron, créateur de la chaîne Les Mystères du Langage. Dans notre précédente émission, nous avons parlé du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Cette émission, celle d'aujourd'hui, sera consacrée aux causes de cette pathologie. Mais bien avant de commencer, j'aimerais quand même faire une mise au point avec mes abonnés. Cela fait exactement 9 mois, un peu plus qu'on se connaît, et il faut qu'on se dise les choses clairement. En effet, même si vous êtes plus de 1400 à être abonnés à cette chaîne, très peu réagissent à mes vidéos. Quand je publie par exemple une vidéo, l'algorithme de YouTube propose cette vidéo à certaines personnes. Et si vous recevez cette notification et vous ne cliquez pas sur cette vidéo, l'algorithme suppose que la vidéo n'est pas intéressante et donc ne la proposera plus à d'autres personnes. Ce que je vous propose pour me soutenir dans cette initiative, c'est que prochainement, quand vous recevrez une notification de ma page, de cliquer sur cette vidéo et de laisser un pouce ou de partager sur les différents réseaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, Instagram ou TikTok. Cette mise au point est en fait, j'étais obligé de la faire. Je suis vraiment désolé parce que cela permet de vous motiver et de partager ce contenu à plus de personnes. Nous pouvons à présent aborder le sujet de ce jour. Dans cette vidéo, nous allons parler bien évidemment des causes du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pour comprendre cette pathologie, plusieurs observations ont été faites et les chercheurs se sont intéressés à l'hérédité, à la génétique, aux facteurs environnementaux, mais également à l'activation de certaines zones du cerveau. Nous allons aborder dans un premier temps l'irritabilité de la pathologie, c'est-à-dire comprendre dans quelle mesure la pathologie se transmet entre générations. Pour comprendre ce phénomène, les chercheurs ont effectué des études auprès des familles, mais également auprès des jumeaux. Qu'est-ce qu'il en est? Une étude de Morrison et Stewart effectuée en 1971 auprès des parents d'enfants hyperactifs et des parents d'enfants qui ne présentent pas cette pathologie permet de noter que 20% des enfants hyperactifs ont un parent qui présente cette pathologie. Une autre étude effectuée par Wellner permet de noter que la manifestation est plus élargie aux cousins et cousines de l'enfant hyperactif, voire également aux oncles de ce dernier. Ces données prouvent bien évidemment que si vous avez un oncle, un parent qui est hyperactif, vous avez plus de chances d'avoir cette pathologie. Une autre étude réalisée auprès des jumeaux hétérozygotes, c'est-à-dire qui n'ont pas le même patrimoine génétique, et les jumeaux homozygotes, c'est-à-dire qui ont le même patrimoine génétique, a permis de noter que les jumeaux homozygotes ont les mêmes manifestations vis-à-vis des symptômes du TDAH. Cet argument pourrait expliquer une origine génétique de la pathologie. Afin de mieux comprendre l'implication de la génétique sur la pathologie, les chercheurs essaient de comprendre le rapport entre les gènes, mais également l'influence des gènes sur la réaction au traitement. Quelques résultats de ces observations existent déjà, mais ça, nous allons en parler quand nous aborderons le traitement de cette pathologie. Selon des informations que nous avons recueillies sur le site du CHU Saint-Justine, la transmissibilité héréditaire de la pathologie ou l'influence génétique pourrait expliquer 75% de TDAH. C'est-à-dire que cette pathologie pourrait être transmise comme la couleur des yeux ou la taille par exemple. L'imagerie fonctionnelle a également essayé d'apporter une réponse au TDAH. Ces observations ont essentiellement pour objectif d'observer si certaines zones du cerveau présentent des dysfonctionnements chez les TDAH. De façon générale, on en déduit un dysfonctionnement de plusieurs zones du cerveau, dont le lobe frontal. Ce lobe est responsable de la planification, de l'inhibition, mais également de la modulation des réponses. On peut donc comprendre pourquoi les personnes atteintes du TDAH présentent des altérations de ces fonctions. Les recherches ont également mis en évidence l'implication du neurotransmetteur, la noradrénaline. Il en ressort un déséquilibre de ce neurotransmetteur au niveau du lobe frontal. À présent, passons aux facteurs environnementaux qui pourraient expliquer le TDAH. Ces facteurs regroupent un certain nombre d'éléments présents dans l'environnement de l'enfant. Entre autres, nous avons la prématurité, nous avons également le tabagisme ou l'alcoolisme maternel, mais également l'exposition au plomb ou d'autres toxines. D'autres facteurs comme les difficultés financières,
ou des conflits dans la famille, ou les parents trop violents sont également évoqués dans la littérature. Comme nous venons de le voir, plusieurs facteurs sont évoqués. Toutefois, d'après la communauté scientifique internationale, c'est l'implication conjointe des facteurs génétiques et environnementaux qui explique la survenue de cette pathologie. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager sur les différents réseaux. On se retrouve très prochainement pour aborder le traitement du TDAH. À bientôt, au revoir.